t'entends plus. Je sais pas si c'est normal. Je veux bien tenir l'antenne, c'est le cas de le dire. Ah, Nathalie, ça Voilà. y est. On ne J'avais, t'entendait plus. Voilà. bon, donc tout va bien, tout va bien. Oui, je disais, est-ce qu'il est nécessaire de te présenter maintenant, Nathalie, du cabinet Oh! Anti-Soleil? Ah non, mais alors, je suis quand même pas internationalement connue encore, hein. Pas loin, pas loin. Internationalement connu sur tout le Midi-Pyrénées, en tout cas. Alors donc, internationalement connue, effectivement. Pardon pour ceux qui sont de loin. J'en connais certains qui sont de loin vers Poitiers. Si, non, pas Poitiers, c'est vers, je sais plus. J'étais venue chez vous. Certains qui sont connectés. Donc, pourtant, Midi-Pyrénées est surreprésenté. Donc, Bon. En tout cas, c'est la première Web Actu de 2023. Donc, on va une petite présentation rapide. Moi, je suis du cabinet donc Externa. Je suis Sylvie Diamantoglou. Je suis responsable développement commercial. Et moi, je voulais remercier déjà toutes les personnes présentes et remercier aussi nos chères clientes et clients qui nous font confiance là depuis de nombreuses années. Rapidement, donc, les actualités d'Externa en ce début d'année, pour vous dire qu'on a eu le renouvellement de la certification ISO 9001, voilà, qui certifie l'organisation de la production de paye et ses process. Donc, c'est une grosse satisfaction. Hein. C'est tous les ans que nous faisons certifier, donc nous renouvelons cette certification ISO 9001. En deux, la migration d'Externa sur le cloud Microsoft Azure, et on vous présentera une courte vidéo durant la pause. Et puis le partenariat Top 100 avec Silae qui se poursuit. Donc voilà, pour vous apporter des réponses, pour apporter à nos clients des réponses plus rapides et à plus forte valeur ajoutée à nos clients. Et puis Externa aussi vient d'obtenir la certification Silae RH Pro. Donc c'est le prérequis nécessaire pour déployer Silae RH Pro. Si vous souhaitez des informations pour mettre en place votre SIRH sur les outils Silae RH, Silae RH Pro, Silae BI, rapprochez-vous de nous et on vous inscrira à des démos de groupe ou des démos personnalisées. Vous dire aussi que Externa, c'est un cabinet qui vous propose donc des offres de traitement de paye en mode externalisé ou en offre de service qui va permettre aux entreprises de produire leur paye en interne. On produit plus de 200 000 bulletins de salaire par an, c'est pas mal. Externa, c'est un cabinet à taille humaine de 25 salariés et tous nos gestionnaires sont sur Toulouse, au siège toulousain. On a également un bureau commercial à Paris. Voilà, nos clients sont des entreprises sur tout le territoire français qui vont de 1 à plus de 4000 salariés dans des secteurs d'activité très divers. On couvre plus d'une centaine de conventions collectives. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'informations. Voilà, je termine cette présentation. Merci pour votre écoute et je laisse à Nathalie la parole pour vous présenter les sujets de cette Web Actu, sujet dense, Nathalie. Vous pourrez poser des questions à la fin dans le chat et Nathalie pourra y répondre. Voilà, à toi Nathalie, merci à vous. Merci Sylvie. Bonjour à tout le monde. Alors oui, on a 1 heure. 1 heure pour 3 sujets et demi. 3 que j'avais annoncés pour ceux qui ont vu le teasing ensoleillé que j'avais annoncé qui sont effectivement un rapide passage sur la prime partage de valeur. On va revenir rapidement dessus. Et ça me permet d'enchaîner sur un projet d'accord national interprofessionnel. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. On démarrera par la notion le nouveau bulletin version 2025. Alors vous allez dire, elle est très très en avance. Eh bien non, on a déjà un premier échelonnement en juillet 2023 avec une notion qui est le net social et on fera une grande partie, la deuxième partie de cette heure sur la réforme des retraites. J'ai un gros avantage, c'est que je travaille la nuit pour mettre au point les diapos du lendemain, vous voyez. Donc on est à peu près à jour. On va essayer de voir ce qui a été décidé hier, en tout cas avec le fameux article 49.3. Donc, on va démarrer tout de suite sur le fameux net social. Et donc, en effet, on est sur une simplification du bulletin. Donc, vous avez à droite le prochain bulletin. Voilà, comme quoi, vous avez vu, je vous annonce des super bonnes nouvelles. Non, c'est une blague, hein. En fait, le bulletin que vous avez à droite, c'est pas le prochain bulletin. Le prochain bulletin, on nous dit qu'il va peut-être pouvoir être fait en recto verso. Ça évite de dépenser du papier. Par contre, ça donne pas quand même une idée de simplification. Alors, c'est une blague, hein. On va pas vers une notion de simplification. C'est simplement que je voulais introduire un nouveau montant qui va apparaître sur le bulletin après le net avant l'impôt
après le net imposable, après le net à payer, après le net fiscal que personne ne voit, voici le net social. Donc, le net social qui va devoir apparaître sur vos bulletins à partir de juillet 2023 et donc développé euh, sur les logiciels, évidemment. Alors, vous avez sans doute dû en entendre parler ou pas. Donc, on va faire un point rapide sur l'intérêt de la mesure et ensuite sur le comment. Alors, l'intérêt, c'est que les informations soient harmonisées pour être transmises à la CAF. Il faut une harmonisation parce que chacune, entre les employeurs et les allocataires, déclarait des montants qui allaient se déverser à la CAF et c'était pas nécessairement harmonisé. Certains mettaient certaines sommes, d'autres ne les mettaient pas. Voilà. Donc, l'objectif, c'est une harmonisation des informations qui vont être transmises en vue des calculs des prestations sociales, par exemple la prime d'activité. L'échéancier, en effet, on a une première information qui va apparaître en juillet 2023, qui sera simplement informative. Donc, notre web actu étant déjà mi-mars 2023, il est important que vous sachiez quelles sont les informations qui vont apparaître en juillet sur ce bulletin, puisqu'il va y avoir une ligne de plus qui s'appellera montant net social. À partir de 2024, cette information ne sera pas simplement informative, c'est le cas de le dire. Elle va obligatoirement, même si ça peut être le cas en 2023, mais en tout cas à partir de 2024, elle va obligatoirement être transmise en DSN et collectée par les organismes sociaux. Et enfin, on a une échéance 2025 avec un nouveau bulletin. Ils ont appelé ça, je crois, bulletin rénové. Après le bulletin simplifié, le bulletin rénové. Je plaisante. Donc ce bulletin rénové, on va voir, il n'y a pas que la notion de net social qui va changer. Voilà. Donc je vais aller à l'essentiel, à ce qui vous intéresse à vous, c'est comment se calcule le net social. Pour ceux qui suivent les potins de la paye que j'écris en partenariat avec Externa, ben, vous avez dû voir cette information. En gros, c'est j'ai mis en italique ce qui est écrit. C'est l'ensemble des sommes brutes et des revenus de remplacement versés par les employeurs. Alors, je ne vais pas lire toutes les diapos, évidemment. Diminuer des cotisations et contributions. Alors, on pourrait se dire, ben, c'est le net. Pas du tout. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que, et pas du tout, vous allez voir qu'en fait, c'est pas le brut. C'est pas le brut. C'est le brut et puis un peu de net. Donc, et puis un peu d'autres choses. Donc, je vais aller directement dans ce que ça comporte. Dans le fameux net social qui n'est pas un net, enfin qui n'est pas un net, il va y avoir, si on veut le calculer, il faut prendre le brut, donc tout ce que vous versez en brut, mais aussi ce que vous versez en net, tous les revenus que le salarié perçoit en net. Alors à titre d'exemple, l'intéressement perçu, la participation perçue, la prime de partage de la valeur, voilà, sont des sommes qui vont devoir être dans le montant net social. Alors surtout, parenthèse, ne partez pas du net imposable ni du net à payer. Ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. N'essayez pas de faire des montages avec des choses que vous connaissez déjà. C'est une nouvelle notion, le net social. Donc la meilleure façon de se tromper, c'est de partir de quelque chose qui est déjà connu. Il faut vraiment repartir à zéro. Donc en fait, dans les éléments en plus, on va prendre les éléments du brut. Donc salaire, prime, retenue d'absence qui viendront le diminuer, mais aussi avantages en nature qui viennent l'augmenter dans le brut, etc. Prenez le brut, vous prenez les éléments du net, prime de partage à valeur, intéressement versé, etc., etc. Je vais pas rentrer en détail ici, on vous transmettra, enfin vous pourrez trouver les informations nécessaires si besoin, hein. Vous transmettrez les références. La seule chose que vous ne mettez pas dans ces éléments que l'employeur verse aux salariés, c'est les indemnités journalières de sécurité sociale. Dans le cas de la subrogation, c'est pas parce que le salarié ne va pas les déclarer, c'est simplement que c'est la sécurité sociale, la CPAM, qui va les déclarer directement, de la même manière qu'elle le fait au niveau du net imposable. Bon. Alors, surprise. Dans ce montant de salaire, de revenus pour le salarié, vous allez devoir ajouter des choses qui ne sont pas des revenus. Et notamment les cotisations patronales de prévoyance. Alors moi j'ai marqué obligatoire ou facultative. Vous allez voir que cette notion de facultative nous pose quelques problèmes. Donc les cotisations de prévoyance. Donc le 1,5 cadre, la prévoyance maintien de salaire, la prévoyance incapacité d'essai, les prévoyances éducation des enfants. Enfin bref, toutes les prévoyances que vous pouvez avoir qui peuvent être conventionnellement obligatoire ou que vous avez décidé de mettre en place dans vos entreprises, à partir du moment où il y a une part patronale, elle va devoir être ajoutée dans les revenus du salarié qui vont être transmis.
La seule qui fait l'exception, c'est la complémentaire santé. Vous savez que la mutuelle, qu'on appelle vulgairement mutuelle, la complémentaire santé est une prévoyance qui ne fera pas l'objet de la déclaration, là, qui fait pas l'objet. C'est la seule exception. Sinon, toutes les prévoyances y passent, y compris les retraites supplémentaires. On en parlera tout à l'heure. Les retraites supplémentaires sont un type de prévoyance, c'est-à-dire de la capitalisation. Voilà, elles y seront aussi. Et enfin, alors je l'ai mis en plus, ça se discute, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez devoir, comment dire, dans la façon dont le bulletin sera présenté, vous allez devoir ajouter les exonérations dont le salarié a pu bénéficier. Et notamment, vous savez, les fameux 11,31% aujourd'hui sur les heures supplémentaires, heures complémentaires exonérées de cotisation. Alors, pourquoi c'est un ajout? C'est parce que vous allez voir ensuite la forme du bulletin version 2025. Et effectivement, ce montant de réduction de cotisation salariale va venir à un endroit qui n'est pas au milieu des cotisations mélangées avec toutes les autres comme ça l'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'il va falloir l'ajouter. Donc, alors, on a ajouté des choses, on va aussi en enlever quand même, hein, rassurez-vous. Vous allez enlever quoi? Toutes les retenues que le salarié a. Donc, les cotisations et les contributions. Donc, cotisations, aujourd'hui, on a la retraite du régime général, on en reparlera. La retraite complémentaire et la CSG-CRDS, par exemple. Et je m'arrête là. Alors, je m'arrête là parce qu'après, il y a les questions de prévoyance. Et pour le gouvernement, enfin, en tout cas pour les initiateurs du texte, ces prévoyances-là n'étant pas identiques pour tous les salariés, ils considèrent que même si elles sont obligatoires, ils les considèrent comme légalement facultatives. Et donc ces prévoyances, hormis la complémentaire santé qui, vous savez, depuis 2016 est légalement obligatoire, ces prévoyances ne vont pas être déduites. Alors, je reprends, hein, vous allez déduire les cotisations que le salarié a payées pour arriver à ce qu'on peut appeler un net. Mais de ce net, vous n'allez pas déduire les cotisations salariales de prévoyance. Alors, je ne vais pas les répéter, hein, je les ai dites il y a 30 secondes, hein, maintien de salaire, incapacité, invalidité, décès, enfin bref. Vous ne déduisez que la complémentaire santé. Voilà. Donc, en gros, le net social, c'est plus élevé que le net à payer. On est bien donc d'accord, et puisque vous ajoutez, alors à moins que le salarié n'ait pas de prévoyance, hein, donc ok, vous ajoutez les cotisations patronales de prévoyance hormis la complémentaire santé, vous ajoutez, ou en tout cas vous ne déduisez pas les cotisations salariales de prévoyance, et si le salarié a fait des heures supplémentaires, elles ne viennent pas en déduction, si on veut, comment dire, elles viennent être neutralisées dans le net social, c'est-à-dire qu'on ne refait pas un cadeau sur un cadeau. Voilà. Alors, sur la notion de cotisation facultative, juste, alors la diapo est insupportable à lire. Hein. Les cotisations, je vous l'ai déjà expliqué, les cotisations de prévoyance n'ayant pas une origine légale. Alors, ça peut se discuter sur l'un et demi-cadre d'ailleurs, hein, qui a fait l'objet d'un accord national interprofessionnel. Bon. Les cotisations de prévoyance n'ayant pas une origine légale, donc toutes celles sauf la complémentaire santé, elles vont devoir apparaître dans un bloc de cotisations dites facultatives. Alors en effet, là où j'ai mis des points d'exclamation et où j'écris à l'aide, c'est que j'anticipe le moment où on va devoir expliquer aux salariés que dans le pavé cotisation facultative, c'est des cotisations qu'il est obligé de payer. Voilà, hein, c'est facultatif mais c'est obligatoire. Bon bref, parenthèse fermée. Donc on nous donne le décret avec les deux étapes des bulletins, c'est-à-dire juillet 2023, janvier 2025. Le premier, c'est votre bulletin d'aujourd'hui tel que vous le connaissez, avec les informations qui vont devoir être ajoutées dans le net social, donc c'est très coloré, hein, et déduites du net social. Donc aujourd'hui, on a un bulletin avec un salaire brut, duquel sont déduites les cotisations et contributions en vrac. En vrac, c'est-à-dire à la queue leu. Enfin, c'est pas en vrac, c'est un peu classé par type de risque, mais enfin, c'est en bloc. Donc, vous ajoutez les éléments de salaire brut, mais pas que brut, vous avez vu, il y a aussi des éléments de salaire net. Vous déduisez les cotisations, mais vous ne déduisez pas les cotisations, vous avez vu, elles sont pas en vert. Les cotisations de complémentaire incapacité, invalidité, décès côté salarié, elles sont pas en vert parce qu'elles sont pas déduites. Les cotisations de retraite supplémentaire côté salarié, elles sont pas en vert parce qu'elles sont pas déduites. Et côté patronal, elles ne sont non seulement pas déduites, évidemment, mais elles sont ajoutées. Et donc arrive ce qu'on doit ajouter. On doit ajouter
dans les revenus du salarié, les cotisations patronales de prévoyance, hop, que vous avez à droite, en rouge, et vous devez ajouter aujourd'hui aussi alors c'est assez mal présenté d'ailleurs, les exonérations et allègements de cotisations. En tout cas, vous ne les déduisez pas. C'est-à-dire si le salarié, supposons, a 20 euros de remboursement de cotisation, ces 20 euros-là ne seront pas déduits d'une aide sociale, ou en tout cas seront ajoutés, selon comment on voit les choses. C'est là où c'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, ça veut dire que vous ne diminuez pas le net social du cadeau d'exonération des cotisations. Bon. Arrive le bulletin de... Alors, pardon, c'est un peu compliqué, mais j'essaie d'aller vite. Et ça va venir. Hein. Vous aurez le temps de vous y faire. Arrive, surtout que là, on parle de 2025 ici. C'est le futur bulletin 2025. Alors, si on s'en réfère à la notion de net social, vous avez vu, c'est toujours pareil, les mêmes couleurs, le plus, le moins, le machin, le truc. Sauf que vous avez vu, les prévoyances sont passées en bas. Il va y avoir 2 pavés de cotisation. Les cotisations dites obligatoires, donc d'origine légale, et les cotisations dites facultatives. Alors la notion nous choque à nous, parce qu'on sait très bien qu'elles sont la plupart du temps obligatoires, et pourtant, elles n'ayant pas une origine légale, elles vont apparaître dans un autre pavé de cotisation, et donc on n'aura plus un bloc de cotisation, on en aura 2. Avec les obligatoires et les facultatives. Et lorsque vous allez calculer le net social, vous allez déduire les cotisations obligatoires et ne pas déduire les facultatives côté salarié, et puis même, a priori d'ailleurs, enfin a priori, a fortiori plutôt, ajouter les cotisations dites facultatives qui seraient patronales. Et c'est là où, effectivement, vous allez aussi ajouter, puisque ça apparaîtra à part, les exonérations dont le salarié bénéficie sur les heures supplémentaires, heures complémentaires, puisqu'elles ne viennent pas dans le bloc. Alors c'est pour ça qu'elles viennent en plus ici. Alors j'ai essayé de faire un bulletin avec ce que vous connaissez aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance d'avoir les bulletins faits par Externa, Silae, vous connaissez très bien le format du bulletin. Donc vous avez ici un salaire brut qui vient en plus, évidemment. Alors j'ai pas mis d'éléments de net, pardon, ne m'en voulez pas, j'ai essayé de faciliter la vie. Vous avez un salaire brut. Vous avez ensuite des retenues qui sont donc déduites. Donc j'ai repris le code vert. Et ensuite, vous allez devoir, de ces retenues-là, vous allez devoir ajouter les cotisations salariales de prévoyance. Vous avez vu que j'ai pris soin de ne pas mettre la complémentaire santé. Et la cotisation patronale de prévoyance, ce qui va vous donner donc le fameux montant net social. Alors aujourd'hui, on sait que les éléments qui sont transmis à la CAF la plupart du temps, c'est le salaire net avant impôt, on ne peut pas le rater en gros. Bon, on voit bien qu'il y a un montant plus élevé. Évidemment, ça vient notamment de la, entre guillemets, réintégration des parts salariales et patronales de prévoyance. Ici, on a une exonération d'heures supplémentaires, vous allez dire que j'ai pas ajouté, parce qu'en fait, elle est déjà neutralisée dans le fait que les cotisations cumulées la déduisent, si vous préférez. Donc, il n'y a pas besoin de la réajouter. Voilà, c'est peut-être pas très simple ce que je dis, mais voilà. Elle est déjà déduite, la réduction de cotisation sur heures sup. Donc, voilà. Le cadeau est neutralisé, en quelque sorte, dans le montant des cotisations. S'il n'avait pas ces 35,93 € de cadeau, il payerait plus de cotisations et il aurait un net social plus petit. On lui aurait déduit plus de cotisations. Or, on lui fait, entre guillemets, cadeau des cotisations sur les heures sup. Donc, le montant des retenues qu'il déduit du net social est plus petit. Voilà. Le net social, c'est pas le seul changement que vous aurez sur le bulletin en 2025. En 2025, enfin, pardon, hein, on se débarrasse de la fameuse ligne dont évolution de la rémunération liée à la suppression de l'assurance chômage et maladie. Alors pour ceux qui font la paie depuis un petit moment, vous vous rappelez que le salarié payait 0,75 de maladie, 2,40 de chômage. Il y a fort longtemps que ça a été supprimé lorsque la CSG a augmenté pour avoir une compensation en net. Bon, on se traîne cette phrase à laquelle personne ne comprend à peu près plus rien. Voilà, ça y est, elle va disparaître. Et en bas à droite complètement, là j'ai mis un montant, mais c'est pas du tout un montant, c'est juste un extrait d'un bulletin. En bas à droite, vous avez un cumul d'exonération de cotisations patronales qui en fait ne peut être compris que par un gestionnaire paye aussi. C'est la somme des réductions Fillon, enfin qu'on appelle réduction Fillon, auxquelles s'ajoutent les allègements de cotisations sur le taux complémentaire de maladie et les allègements de cotisations sur le taux complémentaire de famille. Ça vous donne un montant de cotisation que l'employeur n'a pas payé et qui apparaît dans une rubrique qui va disparaître. Donc ça sert à rien que j'y passe des heures. Voilà. Concernant les lignes dont on a déjà parlé, c'est qu'il va y avoir les prévoyances à 2 endroits différents et non plus dans le pavé maladie.
ou santé en tout cas. Dans le pavé santé, aujourd'hui, on a la prévoyance et on a la complémentaire santé. De même, vous aurez dans le pavé santé, dans les cotisations obligatoires, la complémentaire santé, et dans le pavé cotisations facultatives, les prévoyances, quoique obligatoires, qui ne sont pas la complémentaire santé. Il va y avoir une nouvelle rubrique remboursement et déductions diverses, parce qu'aujourd'hui, elle est même peu en vrac, hein. Les frais, les tickets resto, les acomptes, etc. C'est en vrac, ça vient avant le net, avant impôt. Et bon, ben, il y aura une rubrique de plus, ça fait une ligne de plus, ça voilà, comme ça, au moins, c'est plus clair. Et enfin, un changement aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous regroupez les cotisations de retraite complémentaire et la plupart du temps de CEG, contribution à l'équilibre, bon, je me rappelle plus général, non, comme ça, va être fusionné aussi sur cette ligne-là, la CET, la contribution d'équilibre technique. Ça pose un problème de rappel. Pour ceux qui sont gestionnaires paye aguerris, vous savez que parfois cette rubrique CET fait des rappels sur les salaires depuis le début de l'année lorsqu'on dépasse le plafond. Bon, bref, d'ici 2025, on a le temps de s'en préoccuper. Je vois pas comment elle peut être fusionnée parce qu'elle ne se calcule pas réellement comme la CEG. Hein, il y a une notion de je suis en dessous du plafond, je la paie pas, je suis au-dessus, je la paie. Bon, je vois pas comment le mec qui a des variables de salaire peut se retrouver avec une CET traitée comme une CEG. Pardon, hein, mais bon. Enfin, bref. Voilà. Pour ceux qui ont compris, bravo, pouce levé, parce que ça va venir, hein. Pas d'affolement, moi ça fait quelques jours que j'y suis dessus, je suis fan, mais bon, voilà, je suis fan. Pas fan, c'est une blague, hein, mais bon voilà. Donc ça va venir, ça va venir. Je passe à autre chose, hein, parce que le temps m'est compté et que je suis très bavarde. La prime de partage de la valeur. Alors je vais pas vous réchauffer la prime de partage de la valeur, tout le monde connaît, la plupart, en tout cas, certainement, pas mal d'entre vous l'ont mise en place, c'est tant mieux. Il y a eu des précisions, et notamment sur les critères de modulation. Vous savez que cette prime de partage de la valeur, on n'est pas obligé de filer 1000 balles à tout le monde. Enfin, je dis 1000 balles comme je dirais 500 ou 3000, hein. Le montant n'a pas nécessairement à être uniforme. Il peut y avoir des critères de variation. Les deux premiers, rémunération, classification, c'est critères inversés, c'est-à-dire plus tu gagnes, moins t'as. Hein, plus t'as de salaire, moins t'as de primes, ou plus t'es élevé dans la classif, moins t'as de primes. Donc ça, c'est des critères inversés. Et par contre, les trois autres critères peuvent être dans le sens logique des choses, c'est-à-dire plus t'es ancien, plus t'auras, plus tu travailles, plus tu as, et plus t'as été présent, plus t'auras, et inversement. Bon. Ça, on peut ne pas choisir de critères, hein. Moi, j'ai des clients qui n'ont pas choisi de critères. Tout le monde a la même chose, pourquoi pas. On peut choisir un critère, on peut en choisir plusieurs, on peut mélanger, on peut combiner, on s'éclate. Bon. Je ne vais pas revenir sur la combinaison des critères, sur l'appréciation de ces critères-là, et la notion de... Par contre, je reviens sur ce qui est en bas encadré, c'est-à-dire qu'une question a été posée à l'URSSAF. Alors, le BOSS, le bulletin officiel de la Sécu, pour l'instant, c'est pas prononcé. L'URSSAF, oui, bon, voilà. On attend que ça soit introduit dans le bulletin officiel de la Sécu, qui fait donc foi, si j'ose dire, en tout cas, qui est opposable. Lorsque le salarié est complètement absent et que vous avez mis dans vos critères la durée de présence effective pendant l'année. Alors déjà, durée de présence effective, s'il est absent pour s'occuper des gosses, que ce soit en parental, en paternité, en quoi que ce soit, en maternité, etc., c'est de la présence, c'est assimilé. Je ne vais pas revenir sur ça, on en avait déjà parlé, sans doute. Par contre, s'il a été absent, hein, le mec il s'est barré en congé sabbatique pendant 1 an. Donc vous l'avez pas vu. Le critère est non assimilé à une présence effective. Et là, en effet, on nous dit normalement que la PPV ne peut pas amener à avoir un montant négatif. En tout cas, on ne peut pas exclure certains salariés. Sauf que, quand le salarié n'a pas été du tout présent et que l'absence est non assimilée à du travail effectif, en effet, c'est un des cas dans lesquels vous pouvez avoir une PPV égale à 0 pour le salarié en question. Donc, il semblerait que l'URSSAF le tolère. On attend que le boss l'introduise pour que ce soit opposable. Deuxièmement, la modulation liée à l'ancienneté. Alors, ça fait envie peut-être de dire, lui, il m'est fidèle depuis 15 ans, je vais la lui donner, et celle-ci, ça fait 3 mois qu'elle est arrivée, il manquerait plus qu'à l'année. Bon. Alors, donc déjà, on ne peut pas exclure. Mais si ne pas exclure, c'est... Alors, pardon pour l'exemple, il n'est pas de moi, hein, il est sur le... il est sur le boss. Si ne pas exclure, c'est donner 2500 balles à quelqu'un et 50 à l'autre, sous prétexte qu'il y en a un, il a plus de 10 ans, l'autre moins de 10 ans, c'est nul.
voyez, enfin, c'est pas une bonne idée. Euh, Quand on a des écarts disproportionnés, qui sont pas cohérents par rapport à une notion d'ancienneté qui serait, par exemple, dégressive. T'as plus de 10 ans, tu auras 100% de la prime. T'as entre 5 et 10 ans, tu auras 50% de la prime. Et t'as en moins de 5 ans, tu auras 25% de la prime. Ça, c'est bien. C'est accepté. Par contre, quand vous avez un critère comme ici dans l'exemple complètement disproportionné, qui fait que certains ont tout, d'autres ont rien, ça va être retoqué. Et alors ça va être tellement retoqué que même si le boss ne s'était pas présenté, ne s'était pas prononcé, pardon, euh, on peut vous opposer cette disproportion en cas de contrôle pour des versements qui ont été faits l'année dernière, en 2022, au regard de ce critère disproportionné. Donc attention, sachez identifier les risques chez vous si vous avez eu l'idée, alors mauvaise ou pas, j'en sais rien, je juge pas, je dis ce qu'il en est. L'URSSAF peut vous redresser sur un critère qu'elle considère complètement disproportionné concernant le critère lié à l'ancienneté, qui amènerait à exclure finalement certains salariés qui n'ont pas l'ancienneté suffisante d'après vos critères à vous. Voilà. Donc, essayez de modérer les modulations par rapport à l'ancienneté parce que ça peut faire l'objet de redressement. Qui dit redressement dit assujettissement de la prime. On n'est pas revenu sur le régime social de la prime, mais on est sur des sommes qui sont exonérées. Voilà. Bon. Donc, pardon, je vais vite mettre dans mes diapos. Concernant ces primes, je vous ai mis un communiqué de l'URSSAF, le dernier qui est paru, qui était du 23 février. Ils en font de temps en temps avec qui a versé. C'est plutôt intéressant d'ailleurs. Qui a versé, combien ont été versés au titre de la PPV, quels sont les montants moyens en fonction des secteurs d'activité. Bon, c'est très affiné, hein, moi j'ai mis l'essentiel. Selon la taille de l'entreprise, étonnamment ou pas, on voit que les petites entreprises ont versé des montants en moyenne plus élevés que les grandes entreprises. Bon, voilà. Bref, c'est juste pour vous dire que l'URSSAF fait des enquêtes, on va dire, sur cette PPV et fait des communiqués. Alors le précédent, je crois, daté, il y en a un par mois à peu près. Et enfin, ça m'amène à vous annoncer, alors rien n'est encore définitivement voté, évidemment, on est sur un projet d'accord national interprofessionnel, euh, avec comme idée je fais un peu le pont avec ça, avec une idée que comment dire, la valeur de l'entreprise, les résultats de l'entreprise se partagent. Alors, vous savez qu'on y court après quand même depuis pas mal d'années avec l'intéressement, la participation, et notamment l'intéressement avec la volonté des différents gouvernements d'insuffler de l'intéressement dans les entreprises et a fortiori dans les petites. Et là, alors je vais pas rentrer en détail, vous le lirez tranquillement et puis vous irez vous rapprocher de l'accord national interprofessionnel. On est sur la mise en place d'incitation à mettre en place de la participation dans les petites entreprises. Dans les très petites entreprises, parfois même l'obligation d'instaurer un régime de partage de la valeur à partir du moment où le bénéfice alors, le critère, c'est un bénéfice au moins égal à 1% du chiffre. Voilà, pendant 3 années. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise fonctionne bien, il faudrait que les salariés en bénéficient et qu'il y ait un partage de la valeur de la valeur ajoutée, en quelque sorte. Et enfin, sur les entreprises d'au moins 50 salariés, une négociation obligatoire sur des dispositifs de partage de la valeur. Donc, ça ferait l'objet des thèmes obligatoires des NAO. Voilà, ce qui aujourd'hui, par exemple, l'intéressement participation font l'objet des NAO. Voilà. Donc, l'idée, ça serait d'introduire ça. Et enfin, quelques autres dispositions dans ce projet d'accord national interprofessionnel, avec une prime de partage de la valeur qui aujourd'hui est traitée comme un intéressement, enfin, en tout cas, pardon, à partir de l'année prochaine, la prime de partage de la valeur serait traitée comme un intéressement, donc soumise à CSG, soumise à impôt si perçu, etc. Et donc, ça deviendrait un intéressement bis, avec une possibilité d'ailleurs d'épargne sur des plans épargne entreprise. Et puis, les cas de déblocage du coup de l'épargne salariale, là je reviens sur le PEE, avec d'autres motifs. Alors après le troisième enfant, après le départ de l'entreprise sur le PEE, après que sais-je, le surendettement, etc. Vous auriez d'autres motifs qui s'ajouteraient, qui sont cités ici. Bon, je passe très très vite parce que très sincèrement, ça prendra trop de temps. Et c'est pas comme si on avait la retraite à aborder, mais j'ai pas résisté.
à l'idée de vous mettre malgré tout une jurisprudence que vous allez voir apparaître pour ceux qui suivent les potins dans les potins. Alors, c'est je veux ton bulletin de salaire. Voilà. En gros, je veux le voir. En fait, je vous donne une jurisprudence donc assez récente, du 8. Une salariée a demandé, enfin, estime qu'elle est victime d'inégalité de traitement homme-femme, et elle demande à avoir les bulletins de salaire de ses collègues masculins pour pouvoir introduire l'action en justice et démontrer qu'elle est bien victime d'une inégalité de traitement. Elle demande donc un référé préalablement à l'action, et la cour d'appel lui donne raison, hein, et lui dit, ben oui, dit à l'employeur, vous allez filer les bulletins de vos salariés masculins, incriminés, si j'ose dire, enfin, en tant que tels, eux ne le sont pas forcément, mais avec leur nom, leur prénom, leur salaire annuel, mensuel, voilà, bref. Évidemment, l'employeur dit, mais attendez, RGPD, moi j'ai pas filé les bulletins, enfin quelle idée, atteinte à la vie privée, machin. La Cour de cassation s'est prononcée, elle a dit, mais attendez, la RGPD c'est bien gentil, mais dans le règlement RGPD de 2016, vous avez à un moment donné une phrase qui vous dit que le respect de la vie privée n'est pas un droit absolu et qui doit être relativisé. Et que lorsque les intérêts recherchés sont supérieurs au respect de la vie privée, ben on peut marcher sur le respect de la vie privée, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité qui est analysée entre est-ce que c'est plus important de devoir démontrer qu'il y a une inégalité de traitement ou de savoir que Pompon gagne 4000 balles, en gros. Lorsque le motif est légitime, etc., donc je vous ai noté grosso modo le résumé de l'attendu de la Cour de cassation. Donc, l'employeur a l'obligation de fournir le bulletin. On n'est pas encore arrivé à la preuve, hein, qui va être la suite de l'histoire. En tout cas, la salariée aura des éléments pour prouver, avec les bulletins de salaire de ses collègues masculins, pour prouver qu'elle a fait l'objet, ou pas d'ailleurs, d'inégalité de traitement. Donc, je trouve que, comme on est en paye, quand même, c'est important de relever des jurisprudences qui parlent là, à proprement parler, de paye et de bulletin. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu résister. Je vous ai mis cette jurisprudence. Voilà. On est sur la fin, si j'ose dire, de la première partie de la matinée d'actu. La suite, c'est ça. La réforme des retraites. Bon, alors ça vous a pas échappé. J'ai essayé de remettre l'échéancier. Hier, je suis partie d'hier, hein, je suis pas remontée, c'est bon, on va pas remonter le temps. Hier, Sénat le matin, l'après-midi, on s'attendait à un vote en Assemblée nationale, article 49.3, donc de la Constitution. Vous le savez, à moins que vous viviez dans une grotte, j'en sais rien, voilà. Donc, engagement de la responsabilité du gouvernement, des motions de censure, j'ai pas suivi, pardon, j'ai pas allumé la télé ce matin, qui devrait être déposée dans la journée. En tout cas, il faut que ce soit fait dans les 24 heures, donc on a à peu près jusqu'à 15 heures, enfin pas moi, hein. Donc, ces motions de censure devront être votées à la majorité de l'Assemblée nationale lundi. Point d'interrogation, est-ce qu'il y aura la majorité, est-ce qu'il n'y aura pas la majorité? Et là, question, si les motions de censure sont adoptées, ben on a effectivement un engagement de la responsabilité du gouvernement et surtout une remise en question du texte complètement, hein, donc le texte ne sera pas définitivement adopté. À l'inverse, si la majorité à l'Assemblée ne vote pas les motions ou les motions de censure, vous aurez un texte qui sera considéré comme définitivement adopté. Sauf que il peut y avoir une saisine du Conseil constitutionnel dont ne se priveront sans doute pas l'opposition. Donc il peut y avoir une saisine du Conseil constitutionnel sur et c'est un mot qu'on avait appris quand on était tout petit, la constitutionnalité, et oui, on arrive à le recaser dans la vraie vie, la constitutionnalité du texte. Bon, on va pas rentrer dans les détails juridiques, on en est là, il est urgent d'attendre lundi. En tout cas, si le texte est adopté, c'est un texte qui a été voté en commission mixte paritaire. Vous avez vu, j'ai pas remonté le temps, mais vous savez qu'il y a une commission mixte paritaire, 7 sénateurs, 7 députés qui s'est prononcé en faveur d'un texte pour lequel je vais revenir sur l'essentiel. Alors, avant de comprendre la réforme, il faut comprendre à peu près comment fonctionne le régime. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention de vous expliquer le régime de la retraite en 10 secondes. Mais vous savez qu'en France, on a un régime à 3 niveaux, ce qu'on appelle les 3 piliers. Les 2 premiers qui sont obligatoires. Le premier pilier, c'est le régime de base, c'est celui-là.
celui celui qui est débattu actuellement dans le projet de loi le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Ce premier pilier, qui est la retraite de base, est géré par la sécurité sociale, en tout cas alors on va parler que du privé ou très peu du secteur public et en tout cas des régimes spéciaux. Dans le secteur privé, on a la sécurité sociale qui gère le régime de base et donc c'est l'État, la sécurité sociale, qui décide du fonctionnement du régime. Le deuxième pilier qui est obligatoire, bien que complémentaire, on a souvent tendance à imaginer que complémentaire c'est facultatif. Alors, le mot facultatif, aujourd'hui, je m'en méfie, vous voyez. Non, le régime de l'ARCO et de la GIRC, ce sont les partenaires sociaux. A veut dire association. Régime ARCO-AGIRC, c'est un régime qui complète le régime de base. Alors, on va voir pourquoi dans 10 secondes. Et en fait, vous avez ensuite un troisième pilier qui n'est pas nécessairement en place dans toutes les entreprises. Pour cause, il est facultatif, là, pour le coup. Quand vous faites partie des collèges désignés, ils peuvent vous être obligés, donc c'est-à-dire que si vous êtes sur un collège pour lequel l'entreprise a mis un article 83, on appelle plus ça comme ça, un plan épargne retraite d'entreprise, ça s'appelle aujourd'hui depuis la loi Pacte, vous pouvez être amené à cotiser de façon obligatoire pour de la retraite par capitalisation. Alors notre sujet à nous, c'est le pilier rouge, vous voyez, celui du bas, le sujet d'aujourd'hui. Tout ce qui va être décidé en bas va avoir des conséquences sur les deux autres piliers. Induites, pas obligatoirement, mais vous comprenez bien que si le salarié ne peut pas partir à 62 ans à la retraite, il ne va pas aller liquider la retraite à l'ARCO à 62. C'est impossible. Bon. Il y a forcément des conséquences. Et après, la question du niveau des régimes peut éventuellement avoir des conséquences sur les négociations qui peuvent avoir lieu dans les entreprises sur le troisième pilier. Bon, bref, en tout cas, la réforme officiellement, elle ne touche que le premier pilier, le régime de base. Alors, la réforme au départ, la principale disposition, c'est le report de l'âge. Donc, je vous ai repris un schéma de l'AFP, c'est pas de monstre bien fait, avec les différents âges, donc l'âge de départ, qui était, alors c'est bleu, c'est bleu. L'âge de départ, qui était de 65, qui a été abaissé par François Mitterrand à 60 et porté à 62 par Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui, a priori, porté à partir, avec un échelonnement qu'on va voir, porté à 64. Voilà. Bon, ça vous connaissez, je ne vais pas revenir sur le truc. Alors, on entend parfois parler d'une accélération des années de cotisation. Alors, les années de cotisation, les trimestres, c'est pareil. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais ça revient à peu près au même. Si on raisonne en année pleine, une année, c'est 4 trimestres. Vous allez me dire, pour dire ça, d'accord. Mais une année, c'est 4 trimestres, une année civile. Si on veut que vous ayez 43 années, certains parlent d'annuité, si on veut que vous ayez 43 années de cotisation, en considérant que vous avez chaque année maximum 4 trimestres, il faut bien avoir 172 fois des trimestres. Si vous faites 172 divisé par 4, vous arrivez à 43. La réforme Touraine sous Hollande avait déjà porté à 43 années de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. On va voir ce que c'est que le taux plein. C'est-à-dire que les salariés nés à partir de 1973, devaient avoir, pour avoir une retraite à taux plein, 172 trimestres. Et les changements en matière d'augmentation... Alors, au départ, Mitterrand, on va faire simple, on était sur 160 trimestres. Ensuite, il y a eu une augmentation du nombre de trimestres avec les réformes de Hollande et effectivement, vous vous retrouviez à 172. Bon, il y a eu d'autres réformes entre-temps. Enfin, je ne les passe pas toutes, sinon on va pas s'en sortir. Là, on était déjà sur un projet à 172 trimestres pour les salariés nés à partir de 1973. Ces 172 trimestres sont encore aujourd'hui un objectif, mais qui arrive plus tôt. C'est pour ça qu'on parle d'accélération. Alors, déjà, pour capter le truc, c'est quoi un trimestre? Non, parce que c'est pas le tout. Et un trimestre, c'est pas 3 mois. Contrairement à ce qu'on vient de dire. C'est que dans l'année, vous ne pouvez avoir que 4 trimestres maximum sur une année civile. En revanche, pour acquérir un trimestre, certains d'entre vous le savent, mais d'autres peut-être pas, c'est pour ça que je le redis, pour acquérir un trimestre, il y a plusieurs moyens, et le moyen qui nous intéresse, nous, sur le bulletin, c'est de cotiser. Et il suffit, si j'ose dire, d'avoir l'équivalent de 150 SMIC horaires pour avoir un trimestre. Donc, je reprends.
Avant Hollande, c'était 200. Ensuite, sous le mandat de Hollande, c'est passé à 150 SMIC horaires. Donc, en gros, un salarié au SMIC a un trimestre par mois. Mais ne vous agitez pas tout de suite. C'est 4 maxi par an. Donc, il y a quand même une notion de trimestre au sens civil du terme qui fait que vous ne pouvez pas, même en ayant des gros salaires, ou même en ayant travaillé toute l'année au SMIC, avoir plus de 4 trimestres. Donc, un trimestre s'acquiert en cotisant, mais pas que. Un trimestre peut s'acquérir en ne cotisant pas parce que vous êtes sur des périodes assimilées, type maladie, maternité, chômage, voilà. Un trimestre peut s'acquérir aussi avec des majorations. Donc, les enfants, etc., on y reviendra rapidement parce que, alors, franchement, expliquer la retraite à 5 minutes, c'est impossible. Alors, c'est quoi un trimestre? Ensuite, c'est quoi le taux plein? Non, parce que l'histoire, là, c'est que si vous avez tous vos trimestres, vous avez un taux plein. Ouais, mais enfin bon, qu'est-ce que ça me donne, le taux plein? Alors, j'arrive à la formule qui est donnée par des scènes de la CARSAT, qui est jolie, je trouve, donc je l'ai pris. Le montant de la retraite, c'est le salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Donc, on en jette une partie à la poubelle parce que c'est pourri, ou en tout cas, c'est moins bon. Le salaire annuel moyen des 25 meilleures années, et pour ceux qui font la paye, la cotisation de retraite, c'est 6,9 pour le salarié. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais elle s'arrête à la tranche A. Elle s'arrête au plafond. Donc, un salarié qui a un salaire de 2000 euros, il aura 2000 euros de référence en salaire. Alors, on prend l'annuel, mais je vais faire à moi. Hein. Et un salarié qui a 5000 euros, vous voyez, les mains, on la voit plus. Hein. Elle est au-dessus du plafond. Voilà. Le salarié qui a 5000 euros, il aura 3666 sur son compte. Si on raisonne en mois. Donc, les 25 meilleures années, déjà, pour les salariés qui ont le salaire là-haut, c'est le plafond. En tout cas, c'est les 25 meilleures années, cependant, mais dans la limite du plafond. Ensuite, ce salaire annuel moyen, vous le multipliez. Donc, il y a des années qui sont moins bonnes, mais bon. C'était les 10 meilleures années au départ. Hein. En fait, il y a eu un allongement. Bon. Vous les multipliez par un taux, le fameux. Alors, comment on a le taux plein? On a le taux plein si on a tous les trimestres ou bien si on a 67 ans. C'est l'âge du taux plein. Pour avoir tous les trimestres, ça dépend de l'année à laquelle vous êtes né. Et donc, typiquement, si vous êtes né en 1973 ou après, aujourd'hui, il vous en faudra 172. Alors, si vous êtes né avant, il vous en faut un peu moins. Bon, selon les années de naissance, il y a eu une avancée échelonnée de trucs. Sauf que ça va changer. C'est-à-dire que 172 trimestres, ça va être pour des générations qui sont nées avant 1973, d'où l'accélération de la réforme. S'il vous en faut 172 au dénominateur, le nombre de trimestres qu'il vous faut en fonction de votre année de naissance, et que vous les avez pas au numérateur, là, dans ma formule de calcul, là, à droite, ben du coup, non seulement vous aurez un prorata qui va s'appliquer sur votre pension, mais le taux, il va être décoté. Parce qu'en fait, le taux plein, vous ne l'avez que si vous avez tous les trimestres, ou bien 67 ans, ou on vous le file d'office. Et en plus, ce taux plein, il est à moitié vide. Enfin, pardonnez-moi, hein, mais il est à 50%. Pour moi, 50%, c'est pas plein, c'est à moitié vide. Mais enfin, ça peut être à moitié plein aussi, selon comment on voit le verre. En tout cas, c'est 50, dans le meilleur des cas. Donc, ça veut dire qu'un salarié qui aurait un salaire, on va dire, annuel moyen de 24 000 euros, va avoir 12 000 euros de pension dans le meilleur des cas. Et si jamais il lui manque des trimestres, il va y avoir un prorata qui va s'opérer à droite de la formule et une décote du taux de 0,625 points par trimestre manquant. Je rentre pas dans le détail davantage, mais vous comprenez que voilà, le taux peut diminuer. Alors il y a un seuil, hein, c'est 37,5%. On peut pas aller en dessous. Voilà. Mais bon, ça fait pas lourd. Hein. Enfin, voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'en 1947, les cadres ont créé l'AGIRC et en 61, tout le monde s'y est mis à faire des complémentaires. Parce qu'au bout d'un moment, ils trouvaient que ça faisait pas tellement. Bon. Bref. Donc, c'est quoi un trimestre? C'est quoi le taux plein? Déjà, avant de capter la retraite, il faut à peu près comprendre comment ça fonctionne. Donc, je me dis, si jamais il y en a qui le savaient pas, revenons sur le machin. Bon. Donc, l'enjeu, c'est que plus on vous ajoute de trimestres à avoir et plus le montant de la pension risque de diminuer. C'est pas que vous n'allez pas pouvoir partir, mais vous pourrez partir plus pauvre. Moins riche. Enfin, bon. Donc, l'enjeu des trimestres est important, parce que ça a un impact et sur le taux et sur le prorata là-bas. Bon, bref. Et c'est là où vous avez le tableau de ce qui se passait. Alors, la colonne du milieu, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, la colonne du milieu, c'était la réforme Touraine, et la colonne de l'avant-dernière colonne, c'est la réforme, le projet de réforme. Vous voyez que la dernière colonne, c'est le nombre de trimestres qui se prennent en plus. Donc, en gros, ceux qui sont nés en 1973 et après
n'ont pas de trimestre supplémentaire à acquérir par rapport à ce qui était déjà prévu pour eux par la réforme Touraine. Par contre, les autres, et notamment ceux qui sont nés en 65, c'est pas de bol, ils ont un certain nombre de trimestres en plus à acquérir, compte tenu de l'accélération de la réforme et surtout de l'avancée. L'accélération, il y a aussi une avancée dans le temps et donc une avancée dans l'âge. Ça va arriver plus vite, donc on n'est plus jeune. Enfin, c'est les plus jeunes qui sont touchés, voilà. Ou les moins vieux. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, il y a deux points là. Il y a l'âge, 62 qui passe à 64, et il y a le nombre de trimestres qui est, pour certains, plus élevé que ce qu'on leur demandait jusqu'à présent. Bon. Oui, je vous ai mis quand même, allez-y par curiosité, de temps en temps, pour faire un point, et puis c'est chouette parce que ça marche bien. Enfin, hier ça marchait pas, hein. Je pense qu'hier rien ne marchait trop sur la retraite parce que tout était un peu... voilà. Allez créer votre compte, ça prend vraiment avec France Connect pas de temps et c'est magique. C'est-à-dire que vous voyez défiler votre vie en 5 minutes. Ah oui, c'est vrai, j'avais travaillé chez un tel. Ah, il y a 20 ans, ah ouais, quand même. Bon, bref, franchement, si vous pouvez, faites-le, comme ça vous permet d'avoir une vue sur votre truc, et c'est plutôt bien fait. Vous avez consulté le relevé de carrière, c'est ça qui est rigolo, vous voyez vos anciens employeurs, etc., etc. Puis vous avez, plus vous êtes vieux, plus vous avez d'onglets, là, hein. Alors, je dois être très vieille parce que j'ai à peu près tous les onglets. Bon, bref, passons. Donc, parce qu'il y a certains onglets qui ne se déclenchent qu'à partir d'un certain âge. Voilà. Bon, je vous ai mis les écrans. Il est pas très clair celui-là parce que j'ai fait un agrandissement d'écran, c'est pas joli. Voilà. Et il y a aussi un site, un portail, pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé avec la réforme. Bon, il y a certains qui y sont allés, ils en sont jamais revenus. Je rigole. Voilà. Donc c'est un site sur lequel vous avez une idée de l'impact de la réforme sur vous, mais compte tenu de tous les amendements et du texte définitif qui a été voté, en tout cas décidé en commission mixte paritaire, je suis pas sûre, je suis pas allée le revoir, le simulateur, mais j'ai bien peur qu'il soit pas encore à jour, hein, quand même. Hein. Alors, premier point, l'âge. Deuxième point, les trimestres. Troisième point, les régimes spéciaux. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, cette histoire de clause du grand-père, qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, il y a certains régimes spéciaux, la plupart, on va faire un cours, qui vont disparaître. Mais pour donc la clause du grand-père, c'est que ceux qui sont aujourd'hui embauchés dans ces régimes spéciaux-là, ne vont pas changer de régime en cours de vie, en cours de carrière. Ce n'est que pour les futurs embauchés, à partir de septembre, si tant est que la loi entre en vigueur en septembre, qui vont du coup entrer dans le régime dit général. Donc la RATP par exemple, les salariés de la RATP actuellement vont avoir un âge qui va être reporté de 62 à 64 si tant est qu'eux sont concernés, parce que vous avez des particularités. Bon, bref, il y a certaines dispositions en tout cas qui s'appliquent à eux, qui vont avoir un impact sur leur carrière à eux, mais en tout cas comment dire, ceux qui sont impactés par la réforme, c'est pas ceux qui sont en poste aujourd'hui dans ces régimes spéciaux-là. C'est ça qu'on appelle la clause du grand-père. C'est-à-dire qu'on leur garantit le régime tel qu'ils l'ont aujourd'hui toute leur carrière. Et ceux qui vont être embauchés d'eux-mêmes vont entrer dans un régime général. Voilà. Et il y a certains régimes spéciaux qui ne sont pas concernés par la fermeture de leur régime, par exemple les marins, la Comédie Française, etc. Bon, bref, je passe. Donc, il y a des choses qui vont entrer en vigueur, et notamment la question de l'âge, et en fonction des métiers dans les régimes spéciaux, parfois c'est différent, mais sur le principe, l'âge entrera en vigueur, y compris sur les régimes spéciaux. Par contre, le régime à proprement parler, le calcul de la pension, ne s'appliquera qu'aux prochains embauchés dans ces régimes-là. Donc c'est ça la suppression des régimes spéciaux avec la clause du grand-père, pour ceux qui n'auraient pas capté le machin. Bon. Histoire des 1200 €. Alors, les 1200 € aujourd'hui, vous avez ce qui s'appelle le minimum contributif. En gros, c'est ça. Donc, si vous voulez vous intéresser aux 1200 €, il faut aller chercher, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement compliqué, il vous faut aller chercher du côté du minimum contributif. Minimum contributif, c'est si vous avez un montant de pension cumulé, donc retraite de base plus complémentaire par exemple, inférieur à un certain niveau, 1300 à peu près, alors vous pouvez peut-être accéder au minimum contributif. Et le minimum contributif, c'est le montant de la pension du régime de base qui va être alors, les montants, c'est 684 €, et après, il y a un minimum contributif majoré, 787, bon, bref. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout 1200. Mais en fait, parce que 1200, c'est le total de la pension de base plus les retraites complémentaires, hein,
qui, une fois les minimums contributifs revalorisés, parce qu'en fait ici, c'est le minimum contributif, il serait revalorisé de 75 € plus 25 pour le minimum contributif majoré. C'est ces 100 € de plus là qui font que la pension minimale d'un salarié qui aurait été au SMIC avec un taux plein, donc attention au minimum contributif, hein. Le minimum contributif est à fond quand vous êtes à taux plein, quand vous avez tous vos trimestres. Quand vous commencez à avoir des trimestres à moins, vous avez un minimum contributif qui est proratisé, ce que j'appelle une carrière incomplète. Donc, 1 200 €, c'est un salarié qui aurait un salaire bas, toute une carrière avec un taux plein, une carrière complète à taux plein, et donc effectivement, il y a une revalorisation à peu près de 100 € du fameux minimum contributif qui porterait le montant de la pension minimale à peu près 85% du SMIC, ce qui représente en réalité 1 150 €, non pas 1 200, enfin bon, on va pas chipoter, brut. Parce que ça a duré un moment, cette histoire de brut de net, on ne savait plus trop là. Brut. Bon. Donc, je passe vite, mais c'est pour que vous ayez des pistes, hein. Vous comprenez bien que la rapproche. Bon. Ensuite, donc il y a plusieurs. Donc, premier, l'âge. Deuxièmement, les trimestres. Troisièmement, les régimes spéciaux. Quatrièmement, le minimum contributif. Enfin, les 1 200 balles. Bon. Cinquièmement, l'enjeu, en fait, de la réforme, c'est de maintenir dans l'emploi les seniors. C'est pas le tout de dire, tu vas aller jusqu'à 64, mais en fait, tu travailleras pas. Parce qu'aujourd'hui, on a des pourcentages de travail, bas. Et notamment par rapport à l'Europe, village gaulois. Donc, l'enjeu, c'est de maintenir dans l'emploi les seniors. L'idée, c'est donc de repousser l'âge, en se disant qu'ils vont bien finir par travailler, et pour ce faire, d'inciter les entreprises à garder, voire même à embaucher, on va en parler dans 5 minutes, à embaucher des seniors. Avec, je prouve que j'en ai, le fameux index senior. Vous avez sans doute entendu parler, alors ils avaient envisagé de le mettre en place à partir de 50 salariés, ça a été rejeté par le Sénat de mémoire, et donc on est vraiment sur un index qui sera mis en place dans les entreprises à partir de 300 salariés, dès cette année pour les entreprises de plus de 1000, et dès l'année prochaine pour les plus de 300. Ce qui a été très critiqué malgré tout, c'est l'absence de sanction. Si vous voulez, la sanction, c'est si c'est pas publié. Ça veut dire que si c'est pas publié, il y aurait une contribution, j'ai mis a priori, mais ça y est, c'est bien 1% de la masse salariale. 1% de la masse salariale de sanctions. Oui, alors ça veut pas dire que parce que c'est publié, c'est bon. Ça peut être un index pourri publié. Pardon, il faudra pas que ma vidéo circule, hein. Donc, c'est ça, c'est que en fait, dans les choses qu'on entend qui sont critiquées, c'est que si c'est pas publié, ça peut être publié, mais pas bon. Bon, en principe, quand les entreprises publient, vous avez vu sur l'index égalité hommes-femmes, cette année, on l'a vu passer partout, hein. Oui, moi j'ai 98, oui, moi j'ai 97, moi j'ai 100, c'est formidable. Donc, quand c'est publié, il y a une incitation à ce que ce soit bon. C'est pas très bien de publier un index pourri. Mais bon, donc l'index senior, qui est là aussi dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative. Ensuite, il y a je vais les garder, mais il y a aussi je vais les accompagner pour rester. Ou je vais les faire revenir. Alors, il est sorti, il revient. C'est-à-dire le cumul emploi-retraite, où il est parti de chez un et il va chez l'autre. Voilà. Le salarié qui a pris la retraite peut retravailler. Aujourd'hui, le cumul emploi-retraite n'est pas générateur de droits. C'est-à-dire que si le salarié a pris sa retraite et qu'il retravaille alors qu'il a la retraite, il aura cotisé, mais il ne va pas avoir de nouveaux droits. Le cumul emploi-retraite tel qu'il est prévu maintenant, enfin, a priori, c'est pour les salariés qui ont un cumul emploi-retraite intégral. Alors, je rentre pas dans les détails. La possibilité de retravailler, surtout en recotisant. Donc, je liquide ma pension, j'ai 1 500 € de pension, par exemple, je retravaille. Le montant de ma pension et de mes salaires peut dépasser mes salaires antérieurs. Ça, c'est le cumul intégral. Et c'est parce que je retravaille que je recotise et que je vais recréer des droits. Et quand je me réarrête, clac, je recalcule ma pension. Et là, à ce moment-là, on peut avoir une revalorisation de la pension suite à un cumul emploi-retraite. Une fois, pas 53 000 fois. Donc, si j'ai marqué une seule reconstitution, c'est pas je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens, chaque fois je refais calculer ma retraite, hein, c'est une fois. Bref. Ça le mérite d'exister. Par contre, il y a celui qui n'est pas encore reparti et qui aimerait bien partir, ou en tout cas s'arrêter un peu.
Et donc, il y a un dispositif qui n'est pas nouveau, qui est la retraite progressive, qui aujourd'hui est ouverte aux salariés qui ont au moins 150 trimestres, ça ne change pas, et qui est ouverte à l'âge légal moins 2. Donc c'était 60 moins 2, c'est 62. Presque je parlais à l'imparfait, ça sera a priori 64 moins 2, 62. Donc à partir de 62 ans, si j'ai 150 trimestres, je vais pouvoir partir en retraite progressive, c'est-à-dire baisser mon temps de travail. Aujourd'hui, en gros, l'employeur peut refuser. Demain, il aura beaucoup de mal à refuser la retraite progressive parce qu'il va falloir qu'il justifie d'une incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié qui veut passer à temps partiel avec l'activité de l'entreprise. Et il n'y a pas de durée minimale, en gros. Il n'y aura pas de durée minimale. Aujourd'hui, il y a un seuil et un plafond de durée d'activité. Demain, c'est libéré. Juste sur ces retraites progressives, vous aurez des salariés donc qui seront à temps partiel au travail, à temps partiel à la retraite. Sur le temps partiel au travail, vous pouvez imaginer, et j'ai pas mal de clients qui sont en train d'y réfléchir, vous pouvez imaginer de mettre en place des cotisations, et là on est sur la paye, des cotisations retraite sur la base du temps complet. C'est-à-dire que non seulement il travaille à temps partiel, mais il continue à cotiser comme s'il était à temps plein. Pas une obligation, hein. Ce sont des accords d'entreprise qui peuvent, dans le cas de l'accompagnement des seniors vers la retraite, mais dans le maintien dans l'emploi, qui peuvent inciter les salariés à faire de retraite progressive. J'en connais pas mal qui le font, voilà. Enfin, qui envisagent de le faire. Donc on est en train d'y réfléchir. Bon. Les carrières longues. Alors là, je vais essayer vraiment d'aller hyper vite parce que alors là, c'est trop compliqué. Enfin, trop compliqué. En plus, ça a changé, je sais même plus à la sortie où on en est parce que entre ce qui est officiellement le cas et le nombre de trimestres vraiment qu'il faut, alors là, à l'aide. Hein. Donc, les carrières longues, c'est, jusqu'à maintenant, c'est, tu as travaillé avant 20 ans, tu peux partir plus tôt. À condition d'avoir un certain nombre de trimestres avant 20 ans. 5. Demain, c'est plus 20 ans. C'est 16, 18, 20 ou 21. Ils ont ajouté des bornes, c'est ce que ça veut dire. Bon. Donc, ils ont ajouté des âges taquets. Avant, c'était 16 et 20. Aujourd'hui, c'est 16, 18, 20, 21. Bon, bref. Il faut avoir validé un certain nombre de trimestres avant ces âges-là pour pouvoir espérer rentrer dans le dispositif carrière longue. Et il faut avoir, pour être dans ces dispositifs carrière longue, un certain nombre de trimestres plus. Et c'était là le problème, c'est que on demandait à des salariés qui avaient commencé à travailler tôt d'avoir plus de trimestres que ceux qui n'avaient pas commencé tôt pour pouvoir espérer avoir le régime carrière longue. Et ça a été modifié. C'est-à-dire que ce que j'ai rayé, normalement, dans les cas, à part Monsieur Pompon, qui est l'exception. Franchement, il y a peut-être quelques exceptions, mais dans la plupart des cas, on ne va pas demander à ceux qui ont commencé tôt d'avoir plus de 43 ans en tout de cotisation. Mais il faut quand même avoir eu, avant l'âge auquel vous avez commencé à travailler, un certain nombre de trimestres cotisés, validés, avant l'âge. Donc avant 16 ans, par exemple, pour espérer une carrière longue et un départ à 58, oui, avant 16 ans, c'est 58. Hein, ça veut dire que vous n'avez même pas 16 ans. Il faut avoir, certes, peut-être que 43 années de cotisation, mais en avoir un certain nombre avant 16 ans. Voilà, c'est ça le truc en fait. Mais pas plus que les copains, parce qu'on se retrouvait dans des situations où finalement le salarié, compte tenu de son âge et de la durée à laquelle il pouvait partir, se retrouvait avec beaucoup plus de trimestres que nécessaire pour les copains qui, voilà. Donc, voilà. Donc il y a l'histoire de l'âge. Je peux partir plus tôt. Il y a l'histoire du nombre de trimestres. Il faut quand même, on va dire, un taux plein, pour faire court. Et il y a surtout le nombre de trimestres avant l'âge en question. Voilà l'histoire des carrières longues. Alors là, vraiment, pardon, mais ça a encore changé hier, je crois, de mémoire, enfin, avant-hier, en tout cas, sur la commission mixte paritaire. Donc, j'espère être au point, mais on est sur, à ma connaissance, on est sur 43 ans maxi pour tout le monde. Et la question, c'est combien, à quel âge, voilà, c'est en fonction des âges. Bon. Et vous avez vu que là, on a 58 jusqu'à 16 ans, 60 jusqu'à 18 ans, 62 jusqu'à 20 ans. Voilà. Et après, on a une autre, et donc avant 20 ans, entre 20 et 21, vous pouvez partir à 63 ans. Alors, je passe vite parce que, alors, il y a la pénibilité. Là, ça, c'est presque la chose qui est, j'allais dire presque, pardon, je donne mon avis, la moins aboutie. Les pénibilités, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est que vous qui êtes en paye, vous savez que vous avez des critères. Le mec qui travaille la nuit, en équipe, en 3-8, dans le bruit, il a des points. Et jusqu'à maintenant, il ne pouvait pas avoir plus de 8 points, parce que c'était 2 critères par an maxi. Enfin, 2 critères maxi pris en compte. Là, il y a un déplafonnement du nombre de critères, hein, en gros. Donc, plus de points acquis, donc plus rapidement plus de points.
un déplafonnement des 100 points. Avant, c'était 100 maxi. Alors, vous n'en avez aucun qui sont à 100 pour l'instant, mais ça va venir un jour. Et là, il y a un déplafonnement des 100 points. Et surtout sur la pénibilité, il n'y a pas la reconnaissance des critères qui avaient été supprimés. Hollande avait mis un certain nombre de critères, ensuite il y avait la suppression de certains critères. On les a pas tous rétablis, mais par contre sur les critères vibration, manutention de charge, etc., il y a une prise en compte qui fait que vous allez avoir pour certains métiers un suivi renforcé en médecine du travail à partir de 61 ans pour éventuellement prévoir un départ à 62. Je vais vite, hein, je suis désolée, hein, vraiment. C'est ça, bon, c'est pas super clair quand même. Voilà. Ce qui nous intéresse en paye, c'est qu'ils ont remarqué que les salariés, je vais essayer de finir à écart, vraiment, je suis. Les salariés on a tendance à faire des ruptures conventionnelles avec les salariés qui ont presque l'âge de la retraite. Alors quand ils ont carrément l'âge pour avoir la retraite, ils ont les droits à retraite et donc la rupture conventionnelle fait que l'indemnité est soumise à cotise. D'ailleurs, remarque, il vous faut vous assurer que le salarié vous fournisse bien le document de la sécurité sociale comme quoi il n'est pas en âge de percevoir la retraite. Bon, bref. Donc, vous faites une rupture conventionnelle, ils se sont aperçus qu'il y en avait beaucoup quand même, à un certain âge. Et donc, ils ont déposé d'abord un amendement qui a été conservé, du coup, dans le texte définitif, concernant les indemnités de rupture conventionnelle. Ça sera plus cher. Sauf que du coup, ça sera plus cher pour tout le monde. Même pour votre jeune de 25 ans. C'est-à-dire, je vous ai mis un tableau qui a été édité dans le feuillet rapide de Lefebvre du mois dernier, là. Fin février, numéro 5. Bon, bref. Il y a une harmonisation de toutes les indemnités. Aujourd'hui, vous avez, mise à la retraite, vous avez 50% d'indemnité à verser à l'État, en plus de l'indemnité que vous versez aux salariés en cas de mise à la retraite. Celle-là, elle va disparaître. Par contre, une rupture conventionnelle avec un salarié qui est en droit ou pas de bénéficier de la retraite, qu'il ait 20 ans, 30 ans, 62 ans. Bon. C'est 20% de forfait social, c'est 20% de forfait social si elle est exonérée, et c'est soumis à cotisation l'indemnité s'il a le droit de percevoir la retraite. Ce 20% se transforme en 30%. En gros, là, le lot de chaque pavé, soumise à une contribution, soumise à une contribution, soumise à une contribution, toutes les ruptures, que ce soit conventionnelles ou mises à la retraite, vont faire l'objet d'une contribution de 30. Donc en fait, c'est plus un forfait social, c'est une contribution patronale de 30% pour les sommes exclues de cotisation, 30% de l'indemnité de rupture. Après, on garde, par contre, on garde la logique de quand le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, l'indemnité va être en partie assujettie. Alors aujourd'hui, elle est totalement assujettie. Là, elle va être assujettie dans les limites qu'on connaît d'indemnité de licenciement. C'est un peu, voilà, un peu bizarre tout ça, mais bon. Quand vous faites une rupture conventionnelle avec un salarié qui est en âge de partir à la retraite, vous avez une indemnité qui sera en partie exonérée, alors qu'aujourd'hui, elle est assujettie. Bon. Voilà. Donc, vous avez la différence, le avant-après. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Je vais trop vite pour que vous puissiez l'assimiler. Vous le regarderez tranquillement. C'est plutôt bien fait, vous verrez. En gros, il faut vous dire, tiens, demain, rupture conventionnelle, 30%. Mise à la retraite, 30%. Alors qu'avant, on était à 20 et 50. Voilà. Le contrat senior. C'est nouveau, ouais, c'est nouveau. Ça n'existait pas au début. L'idée, c'est que pour inciter les entreprises à embaucher des seniors, c'est-à-dire des salariés de plus de 60 ans en CDI, c'est de leur permettre, parce qu'en fait, le frein à l'embauche des seniors, c'est de ne pas pouvoir les mettre à la retraite avant 70, a priori. Hein. Donc, on va permettre, si on a embauché le salarié en CDI à plus de 60 ans, de pouvoir à tout moment le mettre à la retraite à partir du moment où il a le taux plein, et pas forcément 70 ans. Vous savez que jusqu'à maintenant, c'est 67, on lui demande, et sinon, il faut attendre 70 si on veut le mettre à la retraite. On serait exonéré de la contribution de 30%, dans le cadre de la mise à la retraite d'un salarié qu'on aurait embauché à 60 ans, donc pour lui, on ne la paierait pas, et on serait aussi exonéré des cotisations d'allocation familiale. Et là, attention, je vous ai mis 2 remarques. Cette mesure, ça vous l'avez lu nulle part. Hein. Enfin, si vous l'avez lu, bravo. Cette mesure ne concernerait que les chômeurs de longue durée, embauchés à 60 ans, et l'exonération ne serait valable que pendant les 12 premiers mois. C'est les petits détails, vous savez, les petits détails des contrats d'assurance. Ben voilà. Donc, je les ai lus pour vous, donc je vous ai noté. Bon, donc ça risque de faire upshit, mais enfin bon, bref, passons. Le truc qui est sorti hier ou avant-hier.
les fameux 5% pour les mères de famille. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est si vous avez été, ne serait-ce qu'avec un enfant, vous avez des trimestres, vous avez donc mère de famille, vous êtes une femme, alors vous êtes une femme, hein. Si vous avez eu au moins un enfant et que à 63 ans, vous avez votre taux plein, vous partez pas. C'était ça la question. C'est est-ce qu'elles peuvent partir? Ah, elles ne partiront qu'à 64, mais avec un peu plus de pension. Il y aura une surcote qui pourra aller jusqu'à 5%. Par ailleurs, vous savez que pour la maternité, il y a 4 trimestres. Et ensuite, il y a 4 trimestres, c'est majoration. Et ensuite, il y a 4 de plus pour l'éducation de l'enfant qu'on peut partager, personne ne le sait, c'est pratique, mais qu'on peut partager entre la mère et le père. Et c'est dans les 6 mois des 4 ans de l'enfant qu'on décide qui les prend, ces 4 trimestres. Aujourd'hui, ça peut être 4 pères d'office, enfin d'office. S'il y a une demande qui est faite, c'est 4, on peut en donner 4 pères. Mais si on ne demande rien, c'est 4 pour la maternité, plus 4 pour l'éducation qui reste à la mère. Ça fait 8 de plus par enfant, les fameux 8 par enfant. Les 4 de plus, liés à l'éducation, il y en aura 2 à la mère d'office. Donc en fait, du coup, il y a le père, il peut en prendre que 2 par rapport à ce qu'il peut prendre aujourd'hui, mais qu'il ne prend pas la plupart du temps, hein, entre nous, parce que personne ne le sait. Voilà. Donc voilà. Concernant. Voilà. Oh là. Oh, miracle. J'ai presque fini. Alors attendez, je crois qu'il y a des questions. Je sais même pas comment on va arriver à caser les questions parce que je voulais vous faire un jeu quand même. Pour voir si vous avez à peu près capté. Si vous êtes encore là, je sais pas si vous êtes encore là d'ailleurs. Je sais plus. Oui, on en a quelques-uns. Alors, je sais pas s'il y a des questions. Dis-moi, Sylvie. Moi, je vois rien. Du coup, Je regarde. Alors, attends. Je suis désolée, mais c'était injouable en 1 heure. Je le savais, me connaissant. Ouais, je vois quelques questions, effectivement. Mais Alors, on va essayer d'en prendre 2, on va dire. Qu'est-ce que je vois? Sur le sujet de la transmission des bulletins de paye à la salariée, le fait que le pass soit sur le bulletin ne pose aucun problème à la cour d'appel? Bon, ça c'était sur Alors, la en fait, bonne question. Je l'ai pas précisé. Je l'aurai. Vous verrez si vous lisez les potins de la paye, c'est précisé. En fait, les juges vont décider des mentions qui doivent. Je les ai notées. Je voulais pas assez indiquer. Les juges vont préciser les mentions qui doivent apparaître et celles qui peuvent être masquées. En effet, c'est les mentions uniquement nécessaires à la preuve. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait le nom et le prénom pour qu'on voit que ce soit des hommes. Ils auraient très bien pu mettre le numéro de sécu. Les salaires, les primes, le salaire donc mensuel et annuel. Voilà. Et si on veut masquer le reste, on peut. Donc c'est une bonne question. L'entreprise doit se voir notifier les mentions qu'elle doit obligatoirement afficher, mais les mentions qui vont devoir être transmises ne doivent avoir pour effet que le sens de la preuve, que l'intérêt recherché. Et donc, dans notre cas d'espèce, les noms et prénoms pour savoir que ce sont des hommes, les salaires, je sais plus ce que j'ai noté, mais voilà, en tout cas, les juges ont bien précisé, et c'est important d'ailleurs que ce soit le cas, que les juges doivent bien limiter les informations transmises. Donc, bonne question, effectivement, merci. Je vois pas d'autres questions, en tout cas, de mon côté. Ben non, vous voulez jouer? Comme ça, tu peux lancer le caout. On va jouer au caout. Alors, attendez, je me bats avec, voilà. Je vais juste repartager un écran. Le voilà. Tac. Alors, où c'est que je suis? Le voilà. Je vais vous mettre un QR code. Il n'y a pas le son, hein, je suis désolée. En vrai, il y a un son horrible, mais rigolo. Et là, vous n'avez pas le son. Donc, parce que ça ne passe pas par la plateforme, le son. Donc, je vous remets le QR code si vous pouvez le flasher. Si vous ne pouvez pas flasher le QR code, prenez plutôt votre téléphone, ce sera plus commode. Si vous ne pouvez pas flasher le QR code, vous tapez Kahoot. Vous ne téléchargez évidemment aucune application et on va vous demander un code PIN qui est en haut, à moins d'avoir besoin d'un bon ophtalmo, mais sinon vous ne devez pas le rater. Le code PIN et puis un pseudo. Alors vous mettez votre prénom, un pseudo, j'en sais rien. Et voilà. Et on va essayer ça.
va durer à peu près 5 minutes. Alors vraiment, on est super pas en avance. Essayez de s'amuser un peu pour finir un peu sur une note d'humour. Euh, donc je sais pas, pour l'instant, j'ai personne inquiète. J'ai personne qui est connecté. Alors j'espère que ça fonctionne. Euh, Je l'ai pas testé, Nathalie, je sais pas. euh, je demande à un participant que je connais qui est de l'autre côté du Oui, parce que miroir. tout le monde est là. Ah, le QR code ne voit pas le QR code. Alors attendez, c'est pour ça du coup, pardon. Partager mon écran. Excusez-moi, le voilà. Oui, ça y est, on le voit là. Oui, Pardon. Et effectivement. alors heureusement que j'ai mon participant mystère qui va se reconnaître, hein, euh, qui m'aide. Voilà, génial, bravo tout le monde, super, super, super. Oh là là, quelle réactivité. Euh, Super. Oh là là, génial. Ah, je suis trop contente de vous voir arriver, vous voyez, c'est même vos, vos Sims me plaisent, en fait. Alors. Et oui, je mettais pas le bon écran, je partageais pas le bon, ça risquait pas de marcher. Je vais attendre qu'il y en ait 25, on va dire. On est à 16, comme ça va assez vite. On va y arriver assez vite, je pense, sur 31. Et je vais lancer à un moment donné parce que sinon, ce sera trop tard. Donc soit vous flashez, soit vous tapez Kahoot sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez le code PIN. Pour l'instant, vous êtes 18. Je vous dis, je vais attendre un peu, mais pas trop parce qu'après c'est tard et d'autres, certains ont des obligations. Vous avez des obligations. Euh, Allez, je vais le lancer. Tant pis, pardonnez pour ceux qui sont pas encore connectés. Hop, allez. De toute façon, vous suivrez le mouvement. Allez, on est parti pour un tour. J'espère que tout marche bien. Alors, la prime de partage de la valeur peut être modulée en fonction de l'âge, rouge du salarié, en fonction du degré de parenté du salarié avec le chef d'entreprise, bleu, en fonction du nombre d'enfants à charge, jaune, et en fonction de l'ancienneté du salarié, vert. C'est plutôt où fonction. Alors, en fonction de quoi vous pouvez la moduler. Pas beaucoup de temps, hein, mais vous êtes rapide. Bravo, vous êtes rapide et efficace. Alors non, l'âge du salarié, même si vous préférez les jeunes, ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis d'abord, préférer les jeunes, ça se fait plus. Donc voilà, c'est comme ça. Donc non, l'âge du salarié, c'est pas un critère de modulation. Bravo, c'est l'ancienneté. Bravo. Toujours la prime de partage de la valeur. Elle peut exclure un salarié. Alors, qui était en congé parental toute l'année, rouge, qui a été en congé sabbatique toute l'année, bleu, ou qui était à temps partiel toute l'année, jaune. Waouh, vous êtes trop rapide, hein. J'ai quasi tout le monde. Alors, oui, congé sabbatique parce que l'URSSAF s'est prononcé, a dit que si le salarié n'était pas là toute l'année, il pouvait ne rien avoir. On l'exclut pas, c'est simplement qu'on lui verse rien. Congé parental, non, c'est assimilé. Ça fait partie des périodes qui sont assimilées par obligation, si j'ose dire, par la loi, à du temps de travail effectif dans le cadre de la PPV. Le net social, tiens, inclut les primes exonérées de cotises, donc les primes nettes, rouge, se calcule par rapport au salaire net imposable, bleu, ne prend pas en compte l'intéressement perçu, jaune, et doit être déclaré en DSN dès juillet 2023. Donc doit être transmis à la carte dès juillet 2023. Il n'y a qu'une réponse correcte. Hein. Alors oui, et ça, effectivement, je m'en doutais que vous alliez vous tromper. À la DSN, à la CAF, obligatoirement, c'est janvier 2024, mais c'est un piège. Juillet, c'est l'obligation de le faire apparaître sur le bulletin, sans obligation de transmission à la CAF. Ne prend pas en compte l'intéressement perçu, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement, je le sais, si, quand la somme est perçue, elle doit être déclarée. C'est quand elle est épargnée qu'elle ne le sera pas. Et oui, les primes exonérées sont bien dans le net social, intéressement, PPV, voilà. Alors pas les frais par exemple, mais voilà.
qu'il s'agit d'une rémunération. Toujours le net social est supérieur au net avant impôt ou est inférieur au net avant impôt. Alors, j'aurais pas dû mettre ça. Enfin, oui, je suis en train de réaliser que j'aurais pas dû mettre ça d'ailleurs. Mais vous êtes bon. J'aurais dû mettre supérieur au net à payer ou inférieur au net à payer parce que par rapport au net avant impôt, il peut arriver quand le salarié n'a pas de prévoyance que ce soit pareil. Mais bon, bravo. En principe, c'est supérieur parce qu'il y a des prévoyances, mais c'est vrai que voilà, il peut, voilà, bravo en tout cas. Quel est l'âge du taux plein? Il y a un âge auquel vous l'avez d'office, 70 ans, 62 ans, 64 ans, 67 ans. Sans avoir votre trimestre, on vous file le taux plein. À quel âge? Ça change pas, ça. Ça ne change pas dans la loi. Même si l'âge légal est reporté, l'âge du taux plein ne change pas. 67, bravo. L'âge du taux plein, jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de dire que c'était l'âge légal plus 5. Quand l'âge légal était à 60, c'était 65, à 62, c'était à 67, et là, ça aurait dû être 69. Et il n'a pas bougé. Donc, à 67 ans, enfin, il bougera pas si la loi est, voilà. 64, non, c'est le nouvel âge légal, mais c'est pas l'âge du taux plein. Vous pouvez partir sans le taux plein, vous pouvez partir pauvre, pardon. À 70 ans, c'est l'âge auquel l'employeur peut vous mettre à la retraite d'office. Il n'est pas obligé, mais il peut. Voilà. Donc, le taux plein est égal. Donc, sans surcote, sans décote. Hein. C'est quel taux? 65%, 50% ou 100%? Le taux plein, la formule. On n'a pas parlé des décotes, enfin, on n'a pas trop parlé des surcotes. C'est très rare. Très rare, les surcotes. Oui! Bravo, c'est 50%. 65, c'est ce qu'on appelle, c'est le taux de remplacement, c'est-à-dire que le montant de la pension d'un salarié qui travaille aujourd'hui et qui demain part à la retraite, il aura à peu près un taux de remplacement de 65%, un peu plus pour les plus bas revenus, mais 65%, sinon ça correspond à proprement, enfin juridiquement à rien. Ça correspond à l'effet à quelque chose, mais juridiquement à pas grand-chose. Un trimestre cotisé s'acquiert. Alors, est-ce que c'est 150 SMIC horaires rouge, 3 mois de salaire cotisé bleu ou 200 SMIC horaires jaune? Les trimestres cotisés, comment vous les gagnez? Oui, bravo. Et non. Il n'y a pas besoin de travailler 3 mois. Il suffit de gagner bien sa vie. En fait, non, c'est 3 mois, c'est-à-dire il y a 4 trimestres maxi par année civile sur votre compte. Quand vous allez télécharger votre compte, vous allez voir. Même si vous en avez eu plus, parce que vous avez eu plusieurs activités, ça va plafonner à 4. Par contre, il n'y a pas besoin de travailler 3 mois pour avoir un trimestre. Il suffit de travailler un mois au SMIC et vous avez un trimestre sur l'année. Voilà. Euh, le projet de réforme prévoit de porter l'âge légal, ça c'est cadeau. À quel âge? À 60 ans, à 64 ans, à 65 ans ou à 70 ans? Ça fait patoche. Bravo, non, 60, ben, c'est des nostalgiques de 82, mais là, je suis désolée, il y a longtemps que c'est plus 60. Alors, bon, peut-être un jour. Mais pour l'instant, on est plutôt sur un report de l'âge que, voilà, malheureusement. Et enfin, la retraite progressive, c'est progresser en regardant Question pour un champion tous les jours. Rouge. Ou être à temps partiel au travail et à temps partiel à la retraite. Bleu. Ou voir ses revenus progresser à la retraite. C'est quoi la retraite progressive? Mais non, c'est Question pour un champion. Non, alors oui, effectivement, c'est ça. Je m'arrête un peu, mais pas trop. Je continue à travailler, mais à temps partiel. Bravo, 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 bravo. Donc, il n'y a pas le son, mais vous avez mes commentaires. Et donc, on va féliciter. Alors, LG, pardon, c'est un pseudo que je ne saurais pas reconnaître. Hein. MF encore moins, mais en tout cas, notre grand vainqueur Clémence. Bravo Clémence. Bravo. Et puis, Nathalie et Cindy n'ont pas de mérité.
Et puis tous les autres non plus, parce que globalement, merci pour votre attention, parce que je vois que quand même, soit vous étiez très au courant, soit vous avez été très attentif. Pas évident, j'ai essayé de faire un cours, c'est impossible. Je suis désolée. Sylvie? Merci, merci Nathalie en tout cas pour terminer sur cette joie, mais c'était très joyeux toute cette web actu, les retraites, la prime de partage de la valeur, l'aide sociale, il n'y a que de la joie. Ah oui, du soleil, on avait promis, je vous l'avais promis qu'il y aurait du soleil. Oui. Merci, voilà. Merci beaucoup à toi et puis merci à vous tous aussi et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine web actu. Vous aurez le support qu'on vous adressera également par mail. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.